Alors, pourquoi tout ça? Parce qu'on vit dans des sociétés, et notamment dans une société, la société française, où on a sacralisé le rapport à la langue. Alors j'aurais pu mettre dans l'espace du milieu, je ne sais pas comment l'appeler, le carré du milieu, j'aurais pu mettre une citation de linguistes. Il y en a plein qui disent qu'en France, la langue est une religion d'État, que la langue est traitée comme un fétiche, que la langue est sacrée, etc. Il y a plein de linguistes qui ont analysé, et de sociolinguistes, qui ont analysé ce rapport religieux à la langue. Donc, vous voyez bien, je vous parlais de croyance, à la langue qu'on a en France, mais je trouvais que c'était aussi simple de vous mettre une citation tout à fait actuelle du ministre actuel de l'Éducation nationale, qui ne fait que reproduire, évidemment, continuer ce discours circulaire. Il n'y a pas de raison qu'il en soit plus exempt que les autres, encore que, vu sa fonction, on aurait pu imaginer qu'il se soit un peu mieux informé, mais voilà, avec cette formulation, il y a une seule langue française, une seule grammaire, une seule république, qui vous dit qui est un parfait résumé de l'idéologie linguistique nationale en France. Il n'y a qu'un seul français. Évidemment, c'est faux concrètement, mais on veut qu'il n'y ait qu'un seul français. Ça rappelle certaines phrases religieuses où on dit qu'il ne doit y avoir qu'un seul Dieu. Il y a une seule grammaire, c'est évidemment faux, il y en a plein, et il y a une seule République. Alors ça, bon, je le laisse assumer son rapport à la République, qui amusera beaucoup les gens qui vivent dans des républiques autres que françaises. Bon, bref, ça c'est un problème plus géopolitique que linguistique. Mais vous voyez comment cette citation-là montre dans ce pays comment on a amalgamé la langue et l'identité nationale. Comment la langue est devenue un vecteur et un moyen majeur de construction d'une identité nationale. Une seule langue française, une seule république. Alors, on connaît bien toute cette histoire-là, mais évidemment, ça veut dire que dès que vous allez toucher à la question linguistique, ça va être compliqué dans cette société parce que tout le monde croit qu'en même temps vous touchez à une question profondément politique, au sens construction de la communauté nationale. Alors que dans une société plurilingue, on peut toucher aux questions linguistiques, éventuellement aussi de façon politique, bien sûr, politique linguistique, mais sans que ça pose des problèmes, que ça crée des contraintes, ça soulève des passions, que ça soulève des conflits qui relèvent de questions totalement, qui pourraient être totalement non linguistiques, qui sont la construction d'une communauté nationale. En France, les deux sont amalgamés. Alors, tourne autour de ça, les points clés sur lesquels on investit le rapport religieux à la langue, la sacralité de la langue, donc l'orthographe, ça c'est comme je dis souvent pour m'amuser, c'est le sacré-cœur de la religion linguistique française, c'est le truc absolument sacré auquel il est très difficile de toucher. Vous savez bien à quel point en France l'orthographe est le lieu majeur de mobilisation de l'hypervigilance idéologique linguistique, à tel point que les rectifications de 1990, qui sont quand même parues au journal officiel, sont toujours pas appliquées par l'immense majorité des gens et qu'on a même du mal à les utiliser dans l'éducation nationale. Vous savez bien que ça fait débat cette histoire-là, ou que quand le Conseil supérieur de la langue française en Belgique propose au mois de septembre dernier de simplifier le système d'accord, vous savez, du complément avec le verbe avoir, sur lequel tout le monde se plante, y compris le ministre de l'Éducation nationale à la radio, ça crée un tollé parce qu'on ne peut pas toucher, c'est sacré. Et une chose sacrée, on n'y touche pas. Bon, voilà. Et puis vous avez l'écrit, puisque c'est l'orthographe, c'est l'écrit qui est survalorisé. Et là, je ne perds pas le fil de mon propos. L'écrit est survalorisé comme étant la forme la plus protégée de la langue. À tel point que les gens croient que l'écrit, c'est la langue. Que les gens croient que quand on modifie l'orthographe, on modifie la langue. C'est des discours qu'on relève tout le temps. Moi, j'en ai plein de corpus, évidemment. Alors que non, quand on touche à la transcription de la langue, on ne touche pas à la langue. C'est pas la même chose. Mais tout ça est amalgamé dans une croyance où c'est un tout intouchable. La langue, son orthographe, son écrit. Évidemment, l'école à laquelle on assigne la mission absolument majeure et sacralisée d'apprentissage d'un certain français, d'apprentissage de la lecture et de l'écriture et de l'orthographe, vous savez bien, c'est dans les discours circulants tout le temps, c'est ça avant tout, ça pourrait presque être ça exclusivement, que les gens en seraient presque satisfaits. Il y a un très fort investissement linguistique à l'école, ou de l'école sur les questions linguistiques.
Il y a cette institution qui continue à être tout le temps citée, bien que concrètement sa fonction, sa mission et même son statut ne lui donnent pas du tout l'aura qu'on lui prétend, c'est l'Académie française, hein, qui a aucune mission officielle, qui n'a aucune fonction décisionnaire en termes de politique linguistique, par exemple, mais les gens continuent à investir l'Académie française d'une aura particulière d'être les gardiens de la langue ou les prescripteurs de la bonne langue. Ça court tout le temps, hein, et c'est l'un des lieux, si vous voulez, de la sacralisation de la langue. Et puis, ce qui va découler de ça, c'est l'imposition des normes, et notamment d'une norme linguistique, bien qu'elle ne soit pas tout à fait définie sur les marges, mais globalement d'une norme linguistique plus ou moins implicite, qui est la norme du français académique, scolaire, dit soutenu, enfin il y a plein de mots pour le décrire, parce que finalement on a beaucoup de mal à le cerner, hein, dont la mission de l'école serait d'enseigner cette norme-là avant tout. C'est d'ailleurs cette norme qu'on devrait utiliser uniquement à l'oral, et vous voyez que tout se lie. Et vous allez trouver ça justement dans deux formes d'oralité, qui sont les formes d'oralité investies par l'idéologie linguistique française. D'une part, la récitation, l'activité de récitation, qui est une activité d'oralisation de l'écrit, ne l'oubliez pas, hein, et la place énorme qu'a occupée la récitation dans l'histoire éducative française, et qu'elle continue à occuper, et même qu'elle pourrait occuper encore plus si on écoutait certains qui voudraient qu'on fasse réciter beaucoup plus comme on le faisait à une certaine époque, hein, parce que c'est un lieu d'investissement de la norme de l'écrit qui s'impose sur l'oral. C'est un faux oral, une récitation, hein. On dit aux enfants, quand vous récitez, il faut mettre le ton. Mettre le ton sur un texte qui est fait pour être vu avec les yeux, c'est compliqué. Enfin, sauf si on est acteur, c'est un métier dans ce cas-là, bien sûr, hein. Et puis, l'éloquence, hein, la survalorisation de l'éloquence, qui est aussi une forme d'oral tout à fait particulière, qui est survalorisée, et vous avez vu, j'y reviendrai, le succès que peuvent avoir des films ou des pseudo-documentaires comme À voix haute ou comme Le Brio, parce qu'on est là aussi dans la survalorisation d'un écrit oralisé, socialement très circonscrit, aussi bien dans les pratiques que dans une forme de hiérarchisation sociale, et où on peut révérer, admirer une pratique linguistique. Et donc, on est pris dans ça. Ça innerve la totalité de la société française, hein. La sacralité de la langue, la sacralité des normes, la puissance de l'écrit, la puissance des normes écrites, la survalorisation de l'oral exclusivement quand il s'agit d'oraliser de l'écrit. Ça, c'est très présent. Il faut qu'on fasse avec ça. Alors évidemment, on peut le déconstruire, hein, on peut y travailler, mais il n'empêche qu'on est pris dans un système social où ça est très présent. Et d'ailleurs, on le retrouve dans les programmes, je vous l'ai montré juste avant. Et l'idée du grand oral du bac, c'est ça. L'idée du grand oral du bac, qu'on n'appelle plus grand oral, mais peu importe, c'est bien l'idée d'une activité qui fait partie des illustrations de la survalorisation idéologique de la langue en France. L'éducation nationale a été et reste, même si aujourd'hui ça la met un peu en contradiction, a été l'un des lieux majeurs d'idéologisation linguistique en France. Ça a été bien étudié, il y a eu énormément d'études de sociolinguistique historique qui ont montré à quel point l'État français, quand il s'est constitué au moment de la Révolution française, a investi son système éducatif, il l'a même créé pour universaliser la langue française, comme disait l'abbé Grégoire, universaliser l'usage de la langue française, et donc pour développer cette idéologie linguistique dans l'ensemble de la population. Et d'ailleurs, vous avez là 3 textes réglementaires qui, à un siècle ou un peu plus d'un siècle d'écart, depuis la Révolution française, répètent toujours exactement la même chose. L'instruction ne se fait qu'en langue française, le français sera seul en usage, la langue de l'enseignement et le français. Je vous le fais en cours, hein. On ressasse ça tous les siècles, siècle après siècle. Je ne serais pas étonné qu'on le ressasse dans un siècle encore, hein, parce que c'est un pilier où on voit le rôle de l'éducation nationale, qui ne s'appelle pas nationale pour rien évidemment, hein, aujourd'hui en tout cas, comme levier d'inculcation de la langue, de cette langue sacrée, et de l'idéologie linguistique qui va avec, y compris à travers le rapport aux normes, le rapport à l'oral, le rapport à l'écrit et tout ce qui va avec.
vous le retrouvez, alors ça c'est dans les textes officiels, les grands textes, les macro-textes, mais vous le retrouvez au quotidien. Là, je vous donne deux tout petits exemples parce que j'ai pas le temps de vous en donner beaucoup. Hein. Ici, vous avez un extrait d'entretien mené par des collègues sociolinguistes de l'université de Montpellier qui faisaient une recherche sur la violence verbale à l'école. Et il y a un extrait d'entretien qui est frappant. Hein. Donc c'est quelqu'un qui enseigne à Perpignan. Donc vous voyez où se trouve Perpignan, quelle est la langue première historique de cette ville, quel type de français en parlent les habitants, quels autres français, quelles autres langues on parle à Perpignan, notamment rappelez-vous que c'est une ville importante pour la communauté gitane, donc vous voyez le contexte sociolinguistique, et puis l'enseignant qui dit, dans les quartiers, sous-entendu populaires, mais il ne faut pas le dire, dans les quartiers, ils ne maîtrisent pas le français, alors l'enquêtrice qui est sociolinguiste, un peu gênée par une affirmation au singulier, lui tend une perche en lui disant « Celui de l'école, vous voulez dire ?» Réponse, bing, oui, celui de l'école, c'est le français, il n'y en a qu'un que je sache. Eh bien, 1. C'est l'unicité linguistique. Et là, vous avez quelque chose qui vient de cette académie-ci, l'extrait d'un règlement intérieur d'une école primaire à Toulon, qui disait ça, elle ne le dit plus. Voilà, dans l'enceinte de l'école, les élèves doivent utiliser seulement le français pour communiquer entre eux, afin d'établir une meilleure compréhension de chacun et d'éviter des conflits éventuels. La fin est terrible, parce que forcément on se comprend mieux en français que dans les autres langues du monde, parce que le français est une langue supérieure. Vous savez bien que tout va beaucoup mieux en français que dans les autres langues, même si pour les enfants c'est leur troisième langue, mais a priori ils sont censés mieux se comprendre en français, et d'éviter des conflits, parce que les autres langues sont des langues de conflit, mais le français est une langue d'apaisement. Les gens ne s'engueulent jamais en français, vous savez bien. Il n'y a pas eu de guerre en français, tout ça, ça n'existe pas. Ce qui est terrible, c'est que c'est illégal, un règlement comme ça, évidemment. Heureusement, il a été supprimé, mais c'est illégal, et je vais y venir, parce que c'est purement et simplement de la discrimination. Je vous donne un dernier exemple, je l'aime bien, celui-là, c'est une de mes anciennes étudiantes qui enseigne dans un lycée agricole en Bretagne, Gallo, qui un jour m'envoie ce témoignage. Lors d'un de mes cours d'éducation socioculturelle avec une classe de troisième, j'ai évoqué les différents types de discrimination possibles, dont la glottophobie. Voici leur réaction. Alors elle enregistre, parce qu'après elle les fait retravailler sur leur oral, justement. Voici ce que dit un élève, je trouve ça très intéressant comme témoignage. Ben ça, madame, nous on est des victimes tous les jours. Tous les profs nous disent qu'on est nul quand on parle. À force, on se sent des moins que rien. Et regardez, la conclusion est très intéressante par la formation à l'oral. Du coup, on arrête de parler. Ça devrait être puni par la loi. Un gamin de lycée agricole de 16 ans qui dit ça. Et je trouve très intéressant on arrête de parler. Parce que ça veut dire qu'on met les enfants dans une situation où, au lieu de développer leurs compétences de communication à l'oral, on leur désapprend leurs compétences de communication, puisqu'on leur dit qu'ils communiquent mal, puisqu'ils ne communiquent pas comme à l'écrit dans la langue normée. Et du coup, au lieu de développer les ressources qu'ils ont déjà développées, on les obère d'une certaine façon, on les empêche, on les annule. Alors, je n'ai pas le temps de vous donner beaucoup d'exemples, mais des exemples comme ça, vous pouvez en trouver. Alors, ça, le livre qui est à gauche, c'est le livre que j'ai publié en 2016 sur la glottophobie. Il y a beaucoup de témoignages dedans. Et en septembre dernier, avec ma collègue Stéphanie Claire-Conan, on a publié un recueil de témoignages qui s'appelle « Je n'ai plus osé ouvrir la bouche », pour vous convaincre de l'hyperprésence des comportements de discrimination linguistique dans la société française, et pas seulement uniquement dans la société en général, notamment dans les sphères professionnelles et éducatives. Il y a plein de témoignages d'élèves, d'étudiants, d'anciens élèves et anciens étudiants. Il y a des témoignages de gens qui passent le CAPES et qui témoignent des discriminations linguistiques quand ils vont passer l'oral du CAPES. Et je dis ça pour attirer votre attention parce que nous allons faire passer, vous plus que moi, l'oral du bac. Et finalement, on risque de reproduire les mêmes comportements de discrimination. Et ça, on n'est pas là pour ça. Donc je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne ce qui vous a été rappelé par mon prédécesseur juste avant. Ça donne que, du coup, dans le système éducatif, l'oral est peu travaillé en tant que tel, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que l'oral en tant que tel. La plupart des gens n'ont pas été formés à ça. Il est considéré comme moins important que l'écrit, alors que quantitativement au moins, mais aussi humainement et socialement, il occupe une place plus importante que l'écrit. Il est considéré comme trop variable et les enseignants ont du mal à faire avec la variation linguistique. Comme l'écrit est un produit, on peut avoir gommé la variation et on peut faire avec, ça paraît stable. L'oral étant un processus, on ne peut pas gommer la variation, on est obligé de faire avec la variation et les gens
peu formés à ça, je ne jette pas la pierre, hein. Ils ne savent pas faire avec et ils disent je préfère faire de l'écrit parce que ça je sais faire, avec l'oral je ne sais pas faire. Il est soumis au modèle et aux notions de l'écrit, je viens d'en parler, et donc il est réduit à de l'écrit oralisé. La plupart du temps, l'oral à l'école, c'est de l'écrit oralisé, c'est pas de l'oral oral. Il est réputé difficile à évaluer. On retrouve notre fil conducteur d'aujourd'hui. Et ceux qui le disent le plus, c'est très intéressant, c'est les enseignants et les enseignantes de français, qui ne sont pas les seuls à devoir travailler ça, hein, qu'on soit clair là-dessus, hein, mais qui devraient le travailler de façon, disons, privilégiée. Et c'est d'autant plus intéressant que ces gens-là ne s'appellent pas des professeurs de français, mais s'appellent des professeurs de lettres. Je vous rappelle que la lettre, c'est une unité de l'écrit. Moi, quand j'étais certifié de lettres modernes, j'ai commencé ma carrière comme ça, j'appartenais à l'Association française des enseignants de français, et l'un de nos combats à l'époque, c'était de transformer l'intitulé de notre discipline pour que nous ne soyons plus professeurs certifiés de lettres modernes, mais professeurs certifiés de français. Parce qu'avant tout, les profs de lettres, ils enseignent la langue. Et secondairement, l'écrit, secondairement, enfin, plus secondairement que secondairement encore, la littérature. Au lycée, c'est un peu moins vrai, mais quand même. Bon, voilà. Et vous voyez que ça, c'est un petit symbole qui dit tout. Les profs de français s'appellent des profs de lettres. Ça veut dire c'est l'écrit qui envahit tout. Et l'oral, on ne sait pas faire avec et on fait peu avec. Alors comment on va préparer nos élèves? Comment ils vont passer des oraux si on ne sait pas faire avec?